Chers confrères, chers collègues soignants masqués, bonjour. Notre consoeur Florence Delamarre m'a demandé de vous parler de l'évaluation gériatrique en EHPAD. On voit bien que depuis le début de la matinée, on tourne déjà autour de ce sujet. Il a été évoqué déjà par les autres intervenants. Donc je vous invite à un petit voyage dans l'EGS. Je vais vous présenter les définitions, l'historique. On va le faire en pratique et puis on finira par un petit cas clinique. En sachant que l'évaluation gériatrique, chacun se la fait un petit peu en fonction de ses connaissances, de ses compétences, de sa disponibilité, etc. Donc, le tableau, c'est celui-là. Les résidents et leurs familles ont quelques exigences. Je veux accéder à une prise en charge globale, médico-psychosociale graduée, et répondant à mes besoins de proximité, mais aussi au recours à un plateau technique. Voilà, donc le cadre est posé. Je vous rappelle aussi le décret de juillet 2019, où le médecin coordonnateur coordonne la réalisation d'une évaluation gériatrique. Dans ce cadre, peut effectuer des propositions diagnostiques, thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Le journal officiel de la République française du 6 juillet 2019. Il transmet ses conclusions au médecin traitant ou au médecin désigné par le patient. L'évaluation gériatrique étant réalisée à l'entrée et en tant que de besoin. C'est-à-dire qu'on a le champ libre. Qu'est-ce qu'une évaluation gériatrique standardisée? Définition, procédure diagnostique multidimensionnelle et pluridisciplinaire qui vise à l'identification de l'ensemble des problèmes médicaux, fonctionnels, psychologiques et sociaux des sujets âgés, on le sait, dans le but d'établir un projet de prise en charge, à court, moyen ou long terme, en tenant compte des réalités personnelles et des besoins. Terminologie comparable, puisque dans les différents articles, les appellations peuvent être différentes, donc que ce soit anglaise, comprehensive, donc ce qui signifie exhaustif, global, évaluation gériatrique standardisée EGS, évaluation gériatrique multidimensionnelle, le dépistage de la fragilité, tout ça, on en revient au même. Alors l'historique, c'est très intéressant, je ne connaissais pas, et j'ai découvert les travaux du docteur Marjorie Warren, qui était une consoeur anglaise qui était chirurgienne, et à qui on a confié, chose curieuse, un hospice de 714 lits, où la majorité des patients étaient dits incurables, grabataires, déambulants, délirants, enfin les vieux hospices tels qu'on a pu éventuellement les connaître. Enfin, c'était la fin. Et au lieu de s'enfoncer dans la dépression devant tous ces gens qui étaient assez dépendants, eh bien, elle a entrepris une étude multidisciplinaire et elle a réalisé une espèce de classification des malades, ceux qui peuvent être éduqués et retourner à domicile, et puis ceux qui nécessitent de rester en institution. L'année suivante, 35% de ces soi-disant incurables retournaient à leur domicile. Et la capacité de cet hospice aura finalement été restreinte de 700 à 200 lits. Elle conclut, dans plusieurs articles du BMJ, British Medical Journal, on peut améliorer de façon importante l'état de santé des personnes en institution quand on identifie leurs problèmes médicaux et psychosociaux. Beaucoup ont besoin d'une approche diagnostique et thérapeutique spéciale, interdisciplinaire, plus large que les patients jeunes. Et aucun patient ne devrait être admis en unité de long séjour, long terme, sans une évaluation médico-psychosociale et pour la plupart, une tentative de rééducation. C'était extrêmement novateur à l'époque. Donc finalement, c'est la mère de la gériatrie, Marjorie Warren. En 1947, elle fonde la Medical Society for the Care to the Elderly, qui viendra plus tard la British Geriatric Society. La gériatrie est inscrite au service national anglais en 1948. Et malheureusement, elle est décédée d'un accident de la route en France en 1960, alors qu'elle se rendait en Allemagne pour ses nombreuses conférences. Donc les effets de cette évaluation gériatrique sont connus déjà depuis longtemps, une référence de 1984. Ça diminue la mortalité, les réhospitalisations, le taux d'institutionnalisation et le coût de la prise en charge, déjà pas mal.
et parallèlement, on améliore la thymie et l'autonomie. Donc, c'est tout bénéfique. L'objet, c'est la recherche des syndromes gériatriques. Dans chaque système, on essaye de repérer les possibilités de compensation, sachant que les systèmes sont plus ou moins interdépendants, comme on le sait en gériatrie. Alors l'intérêt, c'est la photographie du résident à l'entrée, et donc on va rechercher ses risques propres, comme ça a déjà été mentionné tout à l'heure. Donc on va vérifier cognition, comportement, chimie, nutrition, enfin, etc., donc tous les points. On va préparer un plan de soins personnalisé, on va proposer un suivi médical et une prévention des complications à chaque fois que c'est possible. Ceci dit, n'oublions pas que cette fameuse EGS va aussi faciliter le codage agir et le fameux codage pathos dont nous dépendons tous encore actuellement. Je vous rappelle succinctement les 3 modes de vieillissement, vieillissement réussi, vieillissement normal et vieillissement pathologique, avec le seuil de dépendance qui se franchit plus ou moins vite en fonction de la fragilité et si cette fragilité décompense. On le sait tous, de même que les fameux 1, 2, 3 du professeur Bouchon, 1984. On est quand même encore resté sur cette approche qui était assez remarquable. Le vieillissement physiologique qui nous mène tout doucement vers la dépendance, la maladie chronique qui accélère la pente et éventuellement la maladie aiguë qui fait passer sous le seuil d'insuffisance ou sous le seuil de dépendance lorsqu'il y a une insuffisance d'organes. Et justement, l'EGS, on va essayer d'éviter ce stade 3 en sachant qu'il est parfois réversible, donc ou on l'évite ou on essaye de faire remonter la flèche. Donc évaluons. C'est le moment ou jamais. On reçoit un nouvel arrivant à l'EHPAD, évaluons. Alors comment évaluer? On n'a que l'embarras du choix. En médecine, on adore les échelles, les scores, enfin, toutes ces choses-là. Donc il y a un choix quasi infini. Qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, restons classiques. D'abord, l'examen clinique. L'examen clinique, c'est celui aujourd'hui qui passe le plus souvent à la trappe. Moi, je constate que l'examen clinique, il est de moins en moins pratiqué ou vraiment très très vite. Or, pourtant, ce n'est pas forcément très long. Donc, on va vérifier le cardiovasculaire, cœur, tension, les coups distaux, les édèmes, les poumons, relativement vite fait. L'examen neurologique, on cherche surtout les syndromes extrapyramidaux, les raideurs, paralysie éventuelle, palpation abdomen, sein, aire ganglionnaire, masse musculaire, etc. Éventuellement la prostate quand on a des doutes. Examen cutané, on regarde aussi les zones fragiles, les zones humides, s'il y a des plaies, des escarres, etc. Ce n'est pas ce qui prend le plus de temps. C'est le rôle du médecin. L'évaluation cognitive, qui est faite soit par le médecin, soit par la psychologue. MMS horloge, qui nous permet de situer à peu près les choses. Là, bref, bof, ça dépend un peu du tableau. Comme le disait très justement le professeur Beru tout à l'heure, on n'est plus forcément en EHPAD à faire un diagnostic pointu d'une maladie neurodégénérative. On est là pour accompagner une maladie neurodégénérative déjà très évoluée. Donc on ne va pas se prendre le chou à essayer de mettre un diagnostic dessus. On a un trouble neurocognitif majeur, quelquefois qui n'a jamais été bilanté, mais enfin il est là, il est évident. Et petit aparté, c'est vrai qu'en consultation, quand on m'envoie des gens d'EHPAD qui ont 95, 98 ans en me disant il y a un trouble cognitif, de quoi il s'agit, je me demande s'ils ne cherchent pas justement à mettre un DG dans le pathos. Évaluation des SPCD, les fameux syndromes psychologiques et comportementaux des démences. Donc c'est ce fameux NPI. Bon, c'est un intérêt moyen, mais on en a besoin pour ce foutu pathos, donc c'est comme ça. La TIMI, Geriatric Depression Scale, le mini GDS en 4 items est peut-être un peu court. Moi, je préfère faire le 15, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Condition qu'il y ait une cognition qui soit à peu près correcte. Et éventuellement faire la différence avec une échelle d'anxiété d'Hamilton, moi j'aime bien, parce que je suis quand même surpris de l'abondance des traitements psychotropes que l'on voit à l'entrée en EHPAD. Des gens qui se traînent des antidépresseurs depuis des années, pas sûr que ce soit toujours très efficace. Et des tombereaux de benzodiazépine, quelquefois pris depuis des dizaines d'années. Bon, c'est un petit peu compliqué. Mobilité, équilibre, ça bien sûr c'est très important. Est-ce qu'ils vont tomber, est-ce qu'ils ne vont pas tomber?
L'examen, il est relativement simple. Alors, je veux bien qu'on fasse un get up on go, qu'on le cote, un time up on go, etc. Ceci dit, déjà, on le met debout à côté de soi, on lui demande de fermer les yeux, on voit déjà un peu ce qui se passe. Quelques pousses externales pour voir si l'équilibre, si ça se casse la figure ou pas. L'appui unipodal, j'ose rarement. Mais déjà, ça nous donne une petite idée de l'équilibre en règle générale et du risque de chute. L'état nutritionnel, donc le poids, ils ont maigri récemment, pas récemment. Beaucoup ont récemment maigri parce que maintien à domicile difficile, comme il classiquement est décrit. Des gens qui se laissaient un peu aller, qui ne mangeaient plus. Vérifier combien il reste de dents dans la bouche. Quelquefois, on est surpris du peu de dentition restante ou de leur état qui ne permet plus de mastiquer parce que c'est sensible ou douloureux. Les fausses routes. Je vous rappelle qu'on en a déjà parlé, je pense ici ou ailleurs, que dans les EHPAD, on estime que 50% des résidents ont un problème de déglutition, plus ou moins marqué. Je suis toujours surpris de se promener dans la salle à manger à l'heure des repas, d'entendre tout sauter à droite à gauche. Et puis recherche des carences, des éventuels régimes, je dis bien éventuels. C'était souvent des régimes d'exclusion excessifs à domicile. La dénutrition, bien sûr, il faut la dépister. Donc là, on a l'indice de masse corporelle, IMC inférieur à 21. Est-ce que c'est une insuffisance d'apport? Est-ce qu'on a un syndrome inflammatoire et un hypercatabolisme? L'albuminémie fait quand même partie du bilan initial. Donc au-dessous de 35 grammes, on a une dénutrition nette. Au-dessous de 30 grammes sévère, on voit quelquefois même très loin des albumines très basses. Le MNA, moi je trouve ça compliqué. Le fait qu'il veut. L'évaluation sensorielle, bon, en gros, est-ce que les lunettes sont adaptées? D'abord, est-ce qu'il y en a? Alors attention, chez les grands démons, les lunettes, souvent, au bout de 3 jours, elles sont perdues ou cassées. L'audition, voix chuchotée, c'est facile à faire. Donc tout ça, cette évaluation sensorielle, c'est aussi un facteur de risque de chute. C'est aussi un facteur d'intégration et de sociabilité. On le sait tous. La douleur, pas toujours bien prise en compte, ou trop, ou insuffisamment. Bon, vous choisissez l'échelle que vous voulez, avec au plus, de le plus, VA, etc. Par contre, à l'évidence, on néglige trop souvent les douleurs neuropathiques. Et vous avez cette fameuse échelle DN4, douleur neuropathique 4 items, c'est vite fait. Et encore en consultation hier, on envoie quelqu'un pour une douleur, c'était manifestement neuropathique, avec des décharges électriques au moindre frottement, etc. Et donc souvent, ces gens se retrouvent sous morphine à des doses probablement excessives, avec tous les effets secondaires, alors qu'il faut attaquer avec les antiépileptiques. Donc pensez à la douleur de type neuropathique qui est souvent passée à la trappe. Et puis vous vérifiez un petit peu la posologie et les médicaments antalgiques qui sont prescrits, voir s'ils vont bien ensemble et s'ils collent à peu près avec ce que vous êtes en train d'observer. Évaluation du risque d'escar. Bon, très vite, vous voyez bien si la peau est d'une fragilité importante, notamment les gens qui ont été sous cortisone longtemps. Les zones humides, voire très humides. Bon, échelle de Braden. L'échelle de Braden est meilleure que la Norton parce qu'elle tient compte des frictions et du cisaillement. Vous pouvez la faire par l'infirmière. C'est souvent quand même une bonne indication. Et puis surtout, on en est où des pathologies qui sont connues et soi-disant soignées? Est-ce qu'il y a un suivi spécialisé régulier pour les poumons, s'il y a un problème, pour le cœur, s'il y a un problème, pour un cancer, s'il y a un problème? Très souvent, tout ça, au fil des ans, ça s'étiole et finalement, le suivi n'est plus tout à fait correct quand il existe encore. La biologie, je crois qu'on n'échappe pas à un bilan dit gériatrique à l'entrée en EHPAD si on ne peut pas récupérer celui de l'hôpital qui vient d'être fait. Donc il est très classique, il nous faut une NUM, une CRP, la ferritine, important. Ensuite la fonction rénale, urée, créatinine, un petit bout d'iono, sodium, potassium, calcium quand même. Un bilan hépatique, ça permet quelquefois de voir qu'on a des médicaments qui chargent un peu le foie. L'albuminémie indispensable, la TSH aussi, vitamine B12 et folate, on a souvent quand même un certain nombre d'anémies qui sont carentielles. La vitamine D, on la dose ou on ne la dose pas, de toute façon, il faudra en donner. Après, cette biologie, elle va être ciblée, personnalisée en fonction de la pathologie de chacun.
Donc vous allez peut-être être amené à demander une glycémie ou une hémoglobine glyquée, un BNP, un acide urique, c'est des histoires de gouttes et de rhumatisme qui traînent, on ne sait pas si c'est des chondrocalcinoses ou autre, un INR quand il y a besoin, une électrophorèse des protéines s'il y a des choses particulières, et éventuellement quelques marqueurs. J'insiste sur le PSA qui n'est pas forcément à la mode, mais c'est quand même un petit peu dommage de se retrouver avec des cancers de prostate très évolués, et que en fait on ne soupçonnait pas, hein, vous faites un PSA, vous le courez à 140, il y a quand même un problème, mais personne ne le sait. Alors les plus, pour ceux qui croient au Père Noël, c'est un ECG à l'entrée, et éventuellement un bladder scan, c'est 6 000 €, donc je connais très peu de maisons de retraite qui sont équipées. Et pourtant, ça rendrait bien service parce que on sait qu'un certain nombre, pour ne pas dire une majorité ou presque, ont des petits problèmes de vidange vésicale et qui ce sont des rétentionnels qui s'ignorent. Ensuite, l'évaluation de la thérapeutique. Alors, chaque médicament correspond-il à une pathologie en cours? Chaque pathologie a-t-elle son traitement optimal? Le fameux overuse, underuse, misuse. Je vous rappelle, overuse, surtraitement, malvenu. Underuse, sous-traitement, malvenu aussi. Misuse, mal adapté, mauvais traitement. À vérifier pour chaque pathologie. Y a-t-il des pathologies qui ont été oubliées, qui sont passées à la trappe depuis déjà quelque temps? C'est assez fréquent. Et puis bien sûr, tout ce qui est allergie, intolérance, contre-indication connue aux médicaments. L'évaluation du risque iatrogénique. La iatrogénie étant quasiment la première cause d'hospitalisation des personnes âgées. Donc, bien regarder les fonctions rénales, hépatiques, albuminoanémie, voir si les posologies médicamenteuses sont bien gériatriques, si elles sont bien adaptées à la baisse d'efficience des organes. Là encore, attention à l'overuse ou misuse. Y a-t-il des interactions évidentes mais méconnues? Y a-t-il des effets secondaires qui ont déjà été dépistés ou pas? Le statut vaccinal. Bon, vaccin grippe, les résidents se laissent assez facilement vacciner contre la grippe, ça ne pose pas trop de problèmes, c'est plutôt le personnel qui est réticent. Le pneumocoque, je pense qu'on n'y pense pas assez, on ne le fait pas assez. Des décoques polio, bon, normalement on n'a plus de polio. La coqueluche existe toujours, hein, elle est ramenée par les plus jeunes. Vaccin Zona, bon, il existe depuis déjà quelques années, je me suis un peu penché là-dessus, donc j'ai vu efficacité 60%, à partir de 60 ans, une efficacité qui décline au fil de l'âge et du temps passé depuis la vaccination. Bon, ça coûte 100 €, hein, un vaccin Zostavax. Semble-t-il, même si ça n'empêche pas le zona, ça limiterait énormément les douleurs post-zostériennes. Ceci dit, moi j'ai l'impression que, les zonas on en voit encore, hein, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'on voit moins de douleurs post-zostériennes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on les traite peut-être plus vite, le cyclovir ou autre, enfin je ne sais pas. Bon, c'est une question. Évaluer l'autonomie globale, c'est le fameux GIR, hein, donc ça de toute façon il est obligatoire, parce qu'il faut le faire pour toucher les sous. Ensuite, tout ce qui est protection juridique, personne de confiance, directive anticipée, etc. Alors l'entourage familial, c'est quelquefois compliqué. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il est impliqué? Est-ce que l'entourage familial est informé? Et quand il y a plusieurs personnes dans la famille, est-ce qu'elles sont toutes au même niveau d'information? Est-ce qu'elles s'entendent entre elles? Est-ce qu'elles ont toutes la même vision des choses? Est-ce que c'est accordé? Mais pas toujours. Y a-t-il un référent? Bon, tutelle, curatelle, habilitation, etc. Personne de confiance. Directive anticipée écrite. Ça reste assez rare. Toujours un peu délicat de sauter sur le nouvel arrivant en lui demandant sa directive anticipée. Donc c'est quelque chose qu'il faut peut-être amener dans le mois qui suit. Ça peut aider quand même quand les choses se dégradent. Et puis donc vient la synthèse. Donc on reprend point par point. Alors la cognition, on en est où? Y a-t-il un gros trouble neurocognitif? Y a-t-il des troubles du comportement? La thymie, c'est dépressif, pas dépressif. La mobilité, y a-t-il vraiment un risque de chute? La nutrition, dénutrition ou pas? Trouble de déglute? L'état sensoriel, les douleurs, enfin on passe tout en revue. Voilà. On essaye de voir si ça colle à peu près. Donc une fois qu'on a fait ça, on établit des recommandations et on propose un suivi.
Donc, est-ce qu'on va valider le traitement? Est-ce qu'on va mettre en place une stimulation cognitive? Est-ce qu'on va proposer de la gym ou de la kiné? Est-ce qu'on va proposer d'enrichir l'alimentation? Est-ce qu'on va modifier le traitement de la douleur? Est-ce qu'on va demander des compléments d'investigation, des avis spécialisés, un suivi biologique, etc., etc. Donc, on prend un exemple. On prend Madame Rita, qui rentre à l'EHPAD, elle a 88 ans, elle rentre pour maintien à domicile difficile, ancienne comptable, elle est veuve, 3 enfants, elle a eu un cancer du sein à 60 ans, qui est guéri, elle a eu le traitement complet, chir, radiothérapie, chimio. Elle a une PTH droite, une chute à 83 ans, il y a une fracture du poignet gauche ancienne, une HTA, tabagisme sevré depuis 20 ans, elle a fait un petit AIT, il y a une notion d'ACFA, de cardiopathie ischémique stentée, 2 ans plus tôt avec une petite décompensation cardiaque lors d'une bronchite. Hernie hiatale symptomatique, du très banal, des troubles cognitifs modérés, un amaigrissement de 6 kg depuis 4 mois qui va avec le maintien à domicile difficile, des lombalgies sur tassement vertébral, un équilibre instable, quelques chutes, enfin que du banal en EHPAD. Alors soi-disant dépression, anxiété, il y a un petit tremblement et un suivi médical complètement négligé. Depuis quelques mois, il n'y a plus rien, voire même 1 an ou 2, c'était devenu très épisodique. Son traitement, c'est amiodarone, bisoprolol, clopidogrel, cardégique, simvastatine, pantoprazole, paroxétine, Temesta, paracétamol. C'est très bien, j'entends des réflexions, ça me fait plaisir. C'est le traitement avec lequel elle arrive. L'examen clinique, bon, son petit cœur, elle est en ACFA. 76 avec son bêta-bloqueur, ça va, la tension est claire, les poumons sont clairs. On n'a pas de signe de décompensation. Les pouls fémoraux sont présents, les distaux on ne les perçoit pas toujours. L'examen neuro, il y a un petit tremblement discret de repos, une petite raideur, enfin, c'est pas très net. L'abdomen normal, l'air ganglionnaire libre, le sein gauche qui reste n'a rien de particulier, état clinique cutané, ok. Sensoriel, rien de particulier. L'équilibre, limite. Les poussées sternales, attention, c'est très déstabilisant. Elle utilise d'habitude une canne en précaution, ce qui est plutôt une bonne chose. Son évaluation, bilan cognitif, MMS 22, horloge à peu près réussie, une GDS à 6 sur 15, donc on ne peut rien en conclure. Il n'y a pas de trouble du comportement. État nutritionnel, 56 kg, un IMC à 20, elle a perdu 6 kg en 4 mois, albuminémie 33, donc on a une dénutrition. Les douleurs, elle a des lombalgies mécaniques intermittentes, soulagées par le paracétamol, c'est bien, elle gire 4, son statut vaccinal est à jour, il n'y a pas de vaccin anti-pneumococcique. Pardon, je vais passer trop vite. Sa fille s'occupe de toutes ses affaires, enfin une de ses filles s'occupe de tout ça, il n'y a pas de souci, elle a fait des directives anticipées, ce qui est plutôt rare. Biologie, hémoglobine 17, un peu juste, un VGM à 100, pas de syndrome inflammatoire, fonction rénale à peu près correcte, petite hyponatrémie à 133, discrète, le reste est normal, vitamine B12 basse. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est difficile d'avoir une valeur de vitamine B12 parce que les valeurs des laboratoires sont faites uniquement sur les statistiques du labo. Et en fait, les vitamines B12, elles devraient être supérieures à 280 picomoles par litre. C'est rarement atteint. Ferritine est correcte, peut-être limite. On a dosé un BNP parce qu'elle avait déjà fait une décompensation cardiaque, on voulait être sûr, c'est bon. Son ordonnance, amiodarone, ça correspond à quoi? À son ACFA. Le bisoprolol, c'est sur sa cardiopathie ischémique. La simvastatine, c'est sa cardiopathie ischémique. Le clopidogrel, c'est sa cardiopathie ischémique sur son stent coronaire. Le cardégique, c'est pour son AIT et peut-être le stent. Le pantoprazole 40, pour soi-disant sa hernie hiatale. La paroxétine 20, c'est pour sa dépression. Le Temesta, c'est pour son anxiété. Le paracétamol, c'est pour ses lombalgies. Vous voyez au passage que c'est 1 à 4 par jour, le paracétamol. Ça, c'est l'ordonnance d'entrée. Donc, vous mettez le médicament et à quoi il correspond en fait. Qu'est-ce qu'on va proposer? Elle est en ACFA permanente. L'amiodarone n'a plus d'intérêt, puisqu'elle est faite pour prévenir les passages en ACFA. Donc, on va l'arrêter. Elle est inefficace, c'est une overuse. Elle est en fibrillation permanente, sans compter que le risque iatrogène est prégnant. La cordarone, c'est 100% d'effets secondaires au bout de 10 ans de traitement, que ce soit la thyroïde, que ce soit le poumon, que ce soit la peau ou le reste.
Le bisoprolol, 2,5, on va le laisser. La simvastatine, on va se poser la question, est-ce que ça a encore un intérêt à 88 ans, bien qu'on soit en prévention secondaire. Le clopidogrel, on lui a mis, quand on lui a posé son stent, malheureusement, elle l'a gardé avec le cardégique. Pas top. Clopidogrel, on est en overuse. Le cardégique, on est en misuse. Mauvaise prévention des AVC sur fibrillation auriculaire. Sans compter le risque hémorragique associé au clopidogrel. Elle a un stent. On va voir comment on fait. Pantoprazole, peut peut-être passer au 20. Le 40, c'est un traitement d'attaque. Sans compter qu'elle a un petit sodium qui est bas. Donc le pantoprazole, ça donne des hyponatrémies. Elle a une vitamine B12 un peu basse et un VGM un peu haut. Donc on est probablement sur une carence en B12 secondaire au problème d'IPP avec, comment on appelle ça, la dissociation de la protéine porteuse de la vitamine B12 qui pose problème. La paroxétine, non, j'ai appuyé trop vite. On peut peut-être essayer de la diminuer à 1,5 déjà pour voir ce qui se passe, sans compter que là aussi, on est peut-être en overuse et en iatrogénie, sachant qu'on a un sodium un peu bas et qu'elle tremble un peu. Je vous rappelle que la paroxétine dans les ISRS est la plus anticholinergique des molécules. Le Temesta qui est prendre depuis la Saint-Glinglin, on peut peut-être essayer de mettre qu'un demi pour voir. Malheureusement, on sait bien que les benzodiazépines, on ne devrait pas les prescrire plus de 3 mois. On l'accompagne depuis 30 ans. Le paracétamol, très bien. On rappelle qu'à cet âge-là, c'est 3 grammes par jour, pas plus. Par contre, on va proposer de la mettre sous anticoagulant, si on veut vraiment éviter un AVC. Et à ce moment-là, on va supprimer le cardégique, parce que ça ne va pas faire bon ménage. Donc, il est logique de précéder soit un AOD, l'apixaban, soit un AVK, selon les recommandations Chadvask 2, et auquel cas on va surveiller la créate, l'anum, la ferritine. Et donc on arrête le cardégique. Vitamine B12, petite carence, on va donner une ampoule pendant 10 jours, voilà, éventuellement une par mois après ou un peu moins. Vitamine D, il n'y en a pas, il faut qu'on en mette. Il y a une ostéoporose fracturaire, il y a déjà une fracture du poignet qui est ancienne, etc. C'est aussi une prévention des chutes, la vitamine D. Kiné, elle a un équilibre instable, on essaye de la mettre en kiné pour un entretien des transferts, de la marche de l'équilibre, on est dans la prévention des chutes. Il y a une stimulation cognitive qu'on pourrait peut-être proposer compte tenu du MMS à 22, soit par orthophonique, soit en stimulation cognitive. C'est du soin requis, même si on ne peut pas éventuellement le mettre en place. Elle est dénutrie, on met une alimentation enrichie, puisqu'il y a une dénutrition protéique. Les recommandations, ce serait peut-être bien qu'on ait un avis cardiologique quand même. Et puis le suivi biologique, on vient d'en parler, ce serait bien, compte tenu des anticoagulants, de surveiller la NFS, la ferritine, la fonction rénale fatalement, et l'albumine, parce qu'on va essayer de la renutrir. Le codage pathos, qu'est-ce que ça va nous donner? Pour une neuropathie S1, trouble du rythme S1, AVC S0, état anxieux S1, syndrome démentiel R2, si on met en place une stimulation, pathologie vertébrodiscale S1, etc., etc., etc. Trouble de la marche R2, on la met en kiné. Bon, total 597. Si on ose mettre un T2 sur la dénutrition, mais il y a des gens beaucoup plus calés que moi ici sur le codage pathos, on leur demandera leur avis. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'EGS en EHPAD? C'est construire un projet de soins et d'accompagnement personnalisé. C'est optimiser les capacités de compensation du vieillissement de chacun. C'est une bientraitance globale. C'est une aide au suivi médico-psychosocial. C'est la reconnaissance du rôle gériatrique du médecin coordonnateur. Mais, cette EGS est diversement appropriée, voire appréciée par les médecins traitants. C'est compliqué. Voilà, toute une question d'équilibre. Merci. Merci pour votre intervention. C'est vrai que le GS est devenu fondamental dans les EHPAD. En attendant les personnes présentées au micro pour poser leurs questions, j'ai une question. Quelle est la place de l'EGS dans les EHPAD quand il n'y a pas de médecin coordonnateur? La place de l'EGS est, je pense, primordiale. Quand elle n'est pas faite, elle n'est pas faite. C'est bien dommage parce que c'est toute la prise en charge du résident qui va être bancale. Alors, moi j'ai des retours d'EGS sans médecins, avec une équipe pluridisciplinaire, et c'est vrai qu'on n'a pas cette focalisation sur le côté médical.
mais la prise en charge qui a été grandement améliorée aussi. Alors, l'EGS, elle incombe au MEDCO ce sont les directives officielles. Hein. Ceci dit, quand il n'y a pas de MEDCO, on peut faire un équivalent d'EGS avec le personnel existant, avec l'ergo, avec la psycho, avec les infirmières, hein, bien évidemment.